Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, Monsieur, bonsoir. Schéma directeur, thème, le Congo-Brazzaville, situation sociopolitique 1990-2016. Pays pétrolier, la République du Congo ou Congo-Brazzaville est une belle illustration de ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'abondance. En effet, depuis l'indépendance de ce pays, le 15 août 1960, les revenus de l'or noir qui ont financé, voire provoqué des guerres civiles, ont largement contribué à aggraver la pauvreté de la population au lieu de l'éradiquer. En 1991, la Conférence nationale souveraine, présidée par Monseigneur Ernest Kombo, laisse entrevoir des lueurs d'espoir, mais très vite, la situation sociopolitique du Congo-Brazzaville se dégrade. Aujourd'hui, elle est devenue très préoccupante avec tout ce qui se passe dans ce pays, notamment dans la région du Poul. Schéma directeur, invité, Ndala Fernand Mathias. Ndala Fernand Mathias est membre du mouvement patriotique congolais MPC. Schéma directeur, invité, Parfait Biani, il est lui membre de l'association des patriotes indignés du Congo. Alors, messieurs Ndala et Parfait Biani, merci d'être venus sur ce plateau de Schéma directeur. Je l'ai dit en introduction, vous êtes tous deux du Congo-Brazzaville. Vous appartenez l'un au mouvement patriotique congolais, MPC, et l'autre, monsieur Biayi, à l'association des patriotes indignés du Congo. Alors, il serait bien, d'entrée de jeu, d'en savoir un peu plus sur vos mouvements respectifs. Le MPC. Ben, surtout, je vous remercie de m'avoir passé la parole, de me retrouver sur ce plateau. Le mouvement patriotique congolais, c'est une association née en France le 5 octobre 1983 entre maître Aloïse Mudileno Massengo et docteur Ekondi Akala. Les deux, l'autre est du sud, l'autre est du nord. Ça fait pour sceller la réconciliation nationale. Quels étaient les objectifs au-delà de la réconciliation nationale? Mais c'est le plus important, c'est cela aujourd'hui. Oui. Les Congolais ne sont pas réconciliés. Oui. Regardez, la région de maître Aloïse Mudileno Massengo est en train d'être attaquée par un Bouchi aussi qui est comme la même tribu que le docteur Ekondi Akala. Si on avait réussi cela, on ne serait pas arrivé à cette situation. D'accord. Tout à l'heure, on va y revenir de fond en comble. Alors, monsieur Biani, vous êtes membre de l'association des patriotes indignés du Congo. Présentez-nous un peu, très rapidement, les indignés. Il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui. Oui, exactement. Oh, oui. Merci de m'avoir invité sur votre plateau, Schéma directeur, sur le plateau BZT TV. Et nous sommes de la société civile, donc de l'association APIC, qui est l'association des patriotes indignés du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui,
notre valeur, c'est-à-dire la valeur de l'homme, la valeur intrinsèque de l'homme, qui est la dignité, a été longtemps bafouée. Donc nous, de la société civile, nous nous sommes levés pour exprimer notre indignation et essayer de faire entendre notre voix parmi les sans-voix. Parce qu'actuellement, au Congo-Brazzaville, le peuple est, soi-disant, ne peut plus s'exprimer comme il le veut. Donc nous essayons de dénoncer les injustices. Vos membres, ils sont essentiellement sur Paris. Sur Paris et au Congo Au Congo, non. Ce mouvement, vous savez, au Congo aujourd'hui, la liberté est verrouillée. La liberté d'expression est verrouillée. Vous ne pouvez pas dire mot. Aujourd'hui, nous sommes un peu, pas des nantis, mais on se dit, nous sommes dans un pays de liberté où on peut s'exprimer librement, pas rentrer dans les invectives, mais on peut s'exprimer librement, dire ce que l'on pense. Voilà. D'accord. Je le dis, hein, vous êtes donc du Congo-Brazzaville, M. Dala, M. Biani. Votre pays est indépendant, je le dis en introduction, depuis le 15 août 1960 et son premier président a été l'abbé Fulbert Yulu. Il a été contraint à la démission après ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses. Hein. Ça, c'est l'histoire. Est-ce que tous ces conflits du Congo de 63 avant la conférence nationale ne s'expliquent pas par l'éviction de l'abbé Fulbert Yulu, qui avait des grandes ambitions pour votre pays? Oui, bon, l'éviction, avant cela, il y a eu, comment on appelle, si on repart avant l'indépendance, hein, il y a eu véritablement un choc, notamment notre région, qui est la région du Poul, qui a toujours été une région qui a rejeté le statut de la servitude. Ouais, pendant longtemps, quand les Français sont arrivés chez nous, ils ont signé, vous connaissez le pacte qu'ils ont signé avec Makoko, le pacte de Mbé. Ben maintenant, quand le Brazza va quitter Mbé pour arriver dans notre région, dont on appelle le Poul, il va se retrouver face à des gens, des patriotes. Aujourd'hui, nous avons le nom de patriotes. Hein. Nous appelons patriotes. Ils ont dit non, nous avons eu un amour de la patrie. Ce que vous avez signé à Mbé ne constitue pas vraiment pour nous quelque chose où nous pouvons accepter. On ne peut pas accepter cet accord. Cet accord, nous n'avons pas donné notre consentement et nous rejetons. Si vous voulez que nous rentrons dans dans le pacte, il faut signer avec nous, nous entendre, être en accord et de cela, ils n'ont pas accepté. Et il y a eu une guerre et cette guerre a mené beaucoup de choses. Celui qui était le héros, c'était Mabiala Manganga. Il a combattu, mais après, il a été arrêté. Les Français ont dit qu'ils devaient le juger devant le peuple, mais ils l'ont fusillé avec ses adeptes. Et de là, notre région a connu des remous. Des remous jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle André Machoua Grenard à Paris, qui vient ici, qui crée une association, l'Amicale. Et comme aujourd'hui, les indignés, donc il crée l'Amicale, il dit que non, les Noirs doivent être libres. Il parle de la globalité du peuple noir. Je suis venu voir ici, au quartier latin, des gens qui vont à l'école. J'ai vu aussi des Sénégalais qui vont à l'école. Mais nous voulons être comme vous, comme des Français. Donc à la base du projet de 1789, les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Yes. Et donc à partir de là, il y a eu une suite. Donc Machoua repartant au Congo, allons expliquer au peuple ce projet. Et il est combattu jusqu'à ce qu'il y ait des adeptes. Les Youlous viennent de cette lignée-là, d'un peuple dont on dit qu'il est contestataire. En fait, c'est un peuple, bon, je ne sais pas, dans la Bible, si on voit, les Juifs parlent souvent, dans l'Ancien Testament, de Melchisédek, le roi de la justice. En fait,
c'est un royaume de la justice aujourd'hui. Mais apparemment, dans l'histoire du Congo, l'abbé Fulbert Yulu était très lié au général de Gaulle. Non, c'était un ami au président Houphouët, dont on voulait souligner parmi les groupes qui ont créé le groupe l'OUA, il y avait le groupe de Brazzaville et de Casablanca, parce que le président Houphouët était lié tout d'abord avec M. Tikaya. Yulu est venu après, dans le système politique. Alors, avant, c'était un abbé qui s'occupait du social, qui s'occupait des plus pauvres, des démunis. Mais il y a un moment, cette région du Poul qui a traversé depuis l'époque de Madjoua, un désert politique. Dans ce désert politique, le peuple a dit, on ne peut plus rester comme ça. Ils sont allés choisir un homme comme Yulu. Avant cela, il devait être nommé évêque. Mais les Français, sous la 4e République, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et puis, Monseigneur Biéchi, qui était là, qui voulait le nommer évêque, il a été rapatrié en France et on a nommé un autre évêque qui est venu combattre le président Yulu, parce que le président Yulu était pour l'affirmation des valeurs qu'on avait des valeurs qu'on pouvait greffer avec ce que nous recevons de la colonisation, faire ce greffe-là, ce que nous avons et ce que nous avons découvert ailleurs. Comment vous expliquez sa contrainte à la démission? Parce que c'est ça l'histoire du Congo. Oui, mais là, c'est quand il a été contraint à la démission, la France n'a pas... Non, mais parce que l'affirmation que le président Yulu, il faut le voir dans l'affirmation du président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il était à gauche. Il y a un moment donné, François Mitterrand lui a dit, non, pour que ton pays se développe, tu dois changer d'option. Tu dois être à droite pour que les capitaux viennent chez toi. Mais Houphouët-Boigny a toujours été un grand syndicaliste qui s'est battu, qui était à gauche. Mais à un moment donné, il change l'orientation parce que je ne peux pas être comme Sékou Touré. Si je me proclame, je vais affamer mon peuple. Là où il y a l'intérêt... Donc là, vous voulez dire que l'abbé Yulu a fait ce choix là. Mais c'était lié puisque quand il arrive ici au Parlement français, quand il prend la parole, Houphouët-Boigny est réjoui. Il dit non, voilà, il dit à Félix Tikaya, voilà, vous avez un partenaire, quelqu'un qui est plus que vous, il s'allie à Yulu. Et de là, Yulu intègre le groupe PDCI RDA. Donc ils sont ensemble avec le RDA, c'est plutôt le Rassemblement démocratique africain. Oui, oui. Donc ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Alors comment se fait, alors Fernand Dalla, c'est une question importante. Comment se fait-il que quand il a été contraint à la démission par les syndicats, parce qu'il faut le dire... Non, mais il n'a pas été... Oui. Non, je finis ma question. Oui. Quand il a été contraint à la démission, peu importe ceux qui l'ont amené à la démission, mais le gouvernement français d'alors n'a pas réagi. Par contre, au Gabon à côté, avec Léon Mba, qui était victime d'un coup d'État, a été remis en selle. Comment vous expliquez ces deux poids, deux mesures? C'est pour ça que c'est une question qui me Non, mais c'est l'ambiguïté, parce que le Congo-Brazzaville se retrouve dans une situation géographique qui est difficile. Il y a le Congo-Kinshasa qui est là, il y a Patrice Emery Lumumba, qui de plus en plus porte des idées progressistes. Après avoir vu Kwame Nkrumah, il dit non, mais ton pays ne peut pas être comme ça, parce que Lumumba était un homme des Belges. À un moment donné, Lumumba aussi se révolte. Mais c'est une partie très importante, stratégique pour les Américains, puisque comment on appelle l'uranium qui a servi à faire la bombe atomique contre le Japon. À Hiroshima. Oui, à Hiroshima, il vient du Congo-Kinshasa. C'était une plaque tournante parce que cette partie ne pouvait pas aller à gauche. Ne pouvait pas être sur le plan stratégique que l'Union soviétique et la Chine s'y mettent. Donc il y a eu ce bouleversement de cette Afrique centrale où Lumumba meurt. Maintenant, les Soviétiques et les Chinois viennent se repositionner sur Brazzaville. Brazzaville, c'est une démocratie. Le président Yulu, il y a le multipartisme, tout ça, voilà.
ça devient un danger. Les autres demandent, disent, les présidents Houphouët-Boigny, non. Et les autres arrêtent cela. Donc il faut de plus en plus, il y a une tendance en Afrique, on disait, pour que les pays africains se développent assez vite, ils doivent rassembler leurs énergies. Ils ne doivent pas se disperser. Donc il faut aller vers la création du parti unique. Et comme chez nous, la position, il y avait une guerre civile en 59, dont aujourd'hui Sassou se réclame, qui est le revanchard. Voilà, c'est moi, je viens pour restaurer la défaite qu'on avait eue en 59, dont Opango avait perdu. Donc moi, je viens restaurer, je suis le roi qui doit châtier ceux qui nous ont battus, paraît-il. Bon, nous, c'était pas comme ça. Puis c'est un conflit qui venait du Parlement. De ce conflit, ça a débouché dans la rue, puisque les gens du MSA se sont retrouvés quelque part. Ils ont appelé à tuer les gars du pôle. Donc l'abbé ne voulait pas de cela, qui est le versement du sang, parce que c'était un abbé. Mais le peuple a réagi contre lui. Mais au bout de 3 jours, l'abbé Youlou a fait arrêter cette guerre. Et puis, il n'était pas président, il n'avait pas le ministère de la Défense, il n'avait pas... nous n'étions pas indépendants, nous étions sous administration française. Ce qui fait que celui qui était l'auteur principal, Opango, fut mis en prison par la justice française. Donc là, le président, tout de suite après, il y a eu des moments donnés, il a été libéré. Le président Youlou est allé le voir en prison, dire, mais comment tu peux être comme ça? D'après, j'ai des témoignages qui disent que non, le président Opango, il a dit, mais écoute, nous là-bas au nord, nous sommes démunis. Pour quitter Brazzaville, aller au nord, c'est dur. 45 km, voilà. Le président Youlou a dit, donc c'est la seule chose. Bon, je vais construire cette route de 45 km. Il a dit, viens avec moi. Ils ont fait la réconciliation nationale. Donc, ils ont fermé un gouvernement d'union nationale. Yes. De ce gouvernement d'union nationale, ça fait que ces partis-là qui étaient des appendices des partis politiques français, qui étaient MSA, Parti socialiste, le PPC, Parti communiste, comme ils n'avaient pas de pensée d'idées, ces partis se sont trouvés, comment on appelle, manger, ou bien, tu vois, dans le parti UDDA. Ils ne fonctionnaient plus puisqu'ils étaient dans un gouvernement d'union nationale. Il y avait 5 ministres du Nord et 5 ministres du Sud. Un seul ministre qui était de la région du pôle du président Youlou. Donc il a fait une unité jusqu'à présent qu'on n'a jamais vue au Congo. On peut chercher tous les gouvernements au Congo, on ne verra jamais un gouvernement comme ça, où le ministre des Finances n'était pas de la région du président Youlou. Voilà, regardez les finances aujourd'hui, tu regardes depuis Sassou Nguesso. Alors, M. Bialou, vous pouvez toujours à tout moment intervenir. Hein. Oui, je laisse non, c'est parce que c'est un problème complexe. Donc, il a nommé les 5 ministres. 5 ministres, donc lui, il n'avait qu'un seul ministre de sa région. Donc, les postes stratégiques étaient chez les autres. Et donc là, dans cette fusion que les autres ne croyaient pas, c'était incroyable donc, à ce moment précis, ce qui fait que l'unité était formée, le parti unique de raison s'est formé. Donc à partir de là, le président lui dit, bon, comme il y a un parti unique de fait, légalisons cela. C'est lui qui a légalisé, mais c'est Alphonse Massaba Deba. Non, il dit que nous devons le légaliser au Parlement, dans la procédure parlementaire. Et les syndicats vont protester. Et des générations données vont protester, nous n'en voulons pas. Et le président Youlou constate que bon, les gens n'en veulent pas, il va retirer le texte. Mais en fait, ce que le président Youlou ne savait pas, qu'il y avait un coup d'État qui était souterrain contre lui, du fait que l'Église catholique était contre lui, ils n'acceptaient pas qu'un abbé puisse gouverner. Et le chef militaire français qui était à Brazzaville était protestant. C'était un protestant contre le catholique Youlou. Voilà tous les ingrédients. Madame de Gaulle n'acceptait pas qu'un prêtre soit président, le président Youlou, parce que ça l'embêtait, parce qu'elle était une fervente catholique, ils n'acceptaient pas, mais ici chez eux,
Il y a toujours eu des prêtres, le cardinal de Mazarin, l'abbé Sieyès, un grand nombre. Des hommes politiques français viennent de l'Église catholique. Hein? Ce pays a été fondé par des catholiques. Donc comment chez nous, on ne peut pas accepter ces valeurs? Donc Youlou a été un rebelle. Il s'est rebellé pour dire « Ah non, ça on n'accepte pas. J'ai été choisi par mon peuple et j'y vais. » Donc cette position du président Youlou, il arrive à un moment donné, il veut jouer à la politique de non-alignement. Sékou Touré est banni par les Français, mais il dit « Bon, moi je veux développer le Congo, mais je cherche des partenaires. » Je dis « Bon, je vais lancer une usine d'aluminium à Pointe-Noire. » Mais la bauxite, c'est la Guinée qu'il a. Il appelle Sékou Touré. Mais Sékou Touré, dans ses idées, non, le président Youlou, il est avec la France, il n'a pas accepté de dire non à la Constitution de 1950. Donc, le président Sékou Touré et les putschistes à Brazzaville, ils sont en accord avec l'ensemble Union soviétique, la Chine, de faire en même temps tomber. Donc, il n'est pas sincère quand il vient à Brazzaville. Donc, ce mouvement, en France, on n'accepte pas qu'un pays soit un pays non aligné, comme Tito avait fait le non-alignement. Bon, très rapidement, et pourtant d'ailleurs, lors de la proclamation de la République du Congo, oui. Le 28 novembre 1958, Oui. il y a eu des accords Oui. qui ont été signés entre la France et le Congo, Oui. avec l'arrivée au Congo de Marlot. Oui. Et depuis là, moi je pense que depuis là, la France n'a pas aussi respecté les accords Oui. signés des partenaires. Et peut-être c'est là où vient aussi la problématique du Congo. Oui, de toute l'Afrique. C'est ce que vous racontez, c'est tellement bien pour les jeunes générations qui nous regardent. Oui. Mais on va continuer dans cette sorte d'idée-là. Le Congo-Brazzaville a une longue liste de présidents. Nous savons. Hein. Il y a eu, vous avez parlé de l'abbé Fulbert Youlou, de 60 à 63. Il y a eu Alphonse... Mais parce que je voulais arriver là pour attendez, c'est une question de relance pour vous permettre d'évoluer. Il y avait donc l'abbé Fulbert Youlou, il y a eu Massamba Deba, 63-68, il y a eu le capitaine Marienne Gouabi, de 68 à 77, il y a eu le général Joachim Yombi Opango, 77-79, et puis le 5 février 79, Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui explique cette instabilité politique chronique au Congo, Brazzaville? Oui, cette instabilité vient du fait que là, le président Youlou, en formant cela, il y a eu tout ce mouvement. On va dire qu'il y a une région qui est une région dominante, la région du président Youlou. Hein, c'est le Poul. C'est le Poul. Le Poul, oui. Oui, le Poul est au pouvoir. Donc maintenant, le président Massamba Deba, qui est un homme de la même région que le président Youlou, que le président Youlou avait choisi d'être avec lui, puisqu'il était dans le PPC. Il n'était pas dans l'UDDA, il n'est que venu après dans l'UDDA. Et cet homme, il va, en ce moment précis, il va représenter l'aile gauchiste du parti. Il se dit qu'il est de gauche, Youlou est impérialiste. Oui, il était plutôt les Chinois et Chine et les... Non, mais il va focaliser tout autour de lui tous ces jeunes étudiants intellectuels qui sortent de la France, les Matsokota et notre président aussi, Maître Aloïs Mugileno Massengo, qui vont trouver que le président Youlou était trop proche des Français. Parce qu'il disait que l'indépendance telle que nous avons été donnée, comme vient de le dire mon frère Parfait Biani, du fait qu'il y a eu deux tendances à la FEANF. En fait, la tendance générale à la FEANF, c'est de refuser cette indépendance telle qui a été donnée avec la Constitution de 1958. Du fait que le ministère des Affaires étrangères est à la France, l'éducation, la monnaie, tout ça. Donc en fait, on n'est pas indépendant. On nous livre quelque chose qui n'est pas à nous. Ça pose le problème qui se pose en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Donc on n'a rien. Donc la FEANF dit non, nous rejetons cela. Et à la tête, il y a un certain Lazare Matsokota, qui était secrétaire général de la FEANF, qui dit non,
à cette indépendance donnée par De Gaulle. Donc tout ça, c'est Sékou Touré qui suit ce mouvement de la FEANF. Donc la FEANF va soutenir Sékou Touré contre le général De Gaulle. Ce qui fait que les Youlous avec le président Houphouët-Boigny, ils vont aller dans le pragmatisme. Accepter le peu pour grandir avec ce peu. Est-ce que ça n'a pas été une erreur dans ce choix? Non, mais ce n'est pas une erreur. Parce que c'est la phraséologie de cette génération. On avait quoi? À cette époque, on avait quoi? Nous étions déjà par la traite des esclaves, la colonisation, tout était brisé. Les villes qui fondaient, c'est l'Europe. Imaginons, l'Afrique était à terre, il n'y avait rien. Nos premiers étudiants, pendant ce temps, eux, ils avaient des universitaires. Nous, on fit dans les ténèbres. Il n'y avait plus personne, l'Afrique était vidée. Donc, dont nous parlons aujourd'hui, qui a formé l'élite africaine? C'est le séminaire. Ils sont tous sortis du séminaire, que ce soit les Sékou Touré. Les prêtres catholiques. Oui, les prêtres catholiques. C'est la semence. En fait, en même temps, c'est le Christ qui est venu nous sauver. Le Christ est venu, par sa parole, dire non, mes enfants là qui sont oubliés en Afrique, il faut que cet enseignement aille vers eux. Donc, par le séminaire. Donc, ils ont lu les béatitudes de Matthieu. Vous parlez à l'instant du président Gbagbo, c'est un ancien séminariste. Oui, mais tous les cadres africains, ils sont sortis du séminaire. Donc, il n'y avait pas, s'il n'y avait pas le christianisme, on ne serait pas sorti des mais en même temps ténèbres. aussi, le christianisme a fait, pourrait-on dire, a fait beaucoup de dégâts aussi en Afrique. Oui, mais en faisant des dégâts, puisque le christianisme, ce n'est plus... Il y avait la bataille entre le christianisme et l'État. En même temps, la bataille qui se déroulait en France entre la Troisième République contre l'Église. Et petit à petit, ça avait des répercussions, puisque l'Église, et ils n'avaient pas les mêmes liens. L'Église est venue par la miséricorde. Mais l'État, ce sont les autres, les capitaux, puisque nous voyons, l'Église n'a pas fait le commerce. En même temps que l'Église endormait le peuple, les capitaux... Ça continue. Ça continue. L'Église de nos jours, elle a cette vertu d'endormir le peuple. C'est ce qui se passe. Vu que c'est deux entités différentes entre l'Église et l'État. Mais aujourd'hui, moi, pragmatiquement parlant... on va en parler. Le clergé congolais prend souvent position contre Sassou Nguesso. Tout à l'heure, on va en parler. Mais je vous laisse finir sur la question de l'instabilité chronique au Congo, oui, jusqu'à ce que quand Denis Sassou Nguesso prenne le pouvoir. Quand le président Youlou, dans ce coup-là, ceux qui se préparaient, donc le président Alphonse Samba-Deba, va faire un coup de palais contre le président Youlou. Il se réclame de la gauche. En disant non, le président Youlou a fait ceci. Donc les gens n'acceptaient pas le premier statut des hommes politiques africains qui sont, la première fois on voit que des ministres africains allaient en voiture, tout ça. Oui, des belles voitures, et vivre dans cela. Donc pour les étudiants qui ont étudié, qui disent non, ils ne sont pas allés loin dans leurs études. Nous avons eu le doctorat, donc c'est à nous de prendre ces places-là, pas à eux. Et à ce moment-là, c'est cette lutte qui vient, les gens, oui. C'est le coup d'État. Oui, donc voilà, ils viennent, ils manipulent, ils disent à l'opinion, voilà, le président Youlou est ceci, l'homme des impérialistes, et la France n'intervient pas. La France ne voit pas où va le mouvement. Les Français aussi n'avaient pas vu où allait ce mouvement. Ils n'avaient pas perçu. C'est qu'à la chute, quand ça tombe, c'est la France où s'aperçoit que non. Quand Youlou dit, vous c'est moi, où sont les communistes qui vont arriver. Ils vont, dès qu'ils arrivent, le peuple est étonné, puisqu'il fait son discours, il a dit non, ils ne viennent pas pour vous, le président Youlou, ils viennent pour leur place et leur argent. Voilà, ce que nous avons fait en 3 ans, ils ne pourront pas le faire. Donc voilà, ils cherchent que des places. Pas pour vous, donc le peuple, vous n'existez pas, vous n'existerez pas. Et à ce moment-là, le président, mais quand le président Youlou tombe, le peuple, au moins en une journée, comprend qu'il s'était trompé, ce n'était pas le peuple. Ils disent non. Donc ils rejettent
ils rejettent cette fameuse révolution, puisque quand le président Youlou tombe, ceux qui vont arriver, ce sont le président Lissouba. Alphonse Massamba, tu nommes Premier ministre Lissouba. Non, déjà, dans la démission, le président Youlou remet le pouvoir à Moussa Bakani. Il dit non, l'armée d'assurer, puisque c'est une période trouble. Donc l'armée doit protéger tout le monde. Mais Moussa Bakani, à qui on donne le pouvoir, il n'est pas préparé. Au lieu d'aller demander conseil au président Youlou, mais pourquoi vous m'avez laissé le pouvoir? Mais lui, il s'en décharge, il donne à Mounsaka. Mais la Constitution ne prévoyait pas, en cas de démission du président, il n'y a pas mais ça c'est un fait, ce qu'on appelle l'état de fait, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce soit un président de fait. Parce qu'il n'y a pas la régularité. Un état de fait qui vient bousculer le texte constitutionnel. Parce que si on avait suivi le texte constitutionnel, le président ne devait pas être emprisonné. Il devait repartir aux élections ou faire une conférence nationale, s'asseoir. Pourquoi cette crise? Mais ceux-là, ils venaient parce qu'ils étaient minoritaires. Au bout, si on allait vers une conférence nationale, ils ne pouvaient pas gagner. Le président Youlou devait redevenir encore président et gagner les élections. Donc ils sont venus avec une logique militariste. Donc l'Elisouba, donc Lazare Matsokota qui comprend, qui dit non, la démission du président Youlou ne peut pas nous permettre de décréter un socialisme scientifique. Au Congo, ça sera invertébré. Il n'y aura pas de vertèbre. Il n'y a ni classe ouvrière, il n'y a ni une industrie lourde, il n'y a pas de syndicats forts, il n'y a pas antagonisme riche et pauvre. Donc vous allez appliquer le socialisme par rapport à quoi? Scientifique. Qui est scientifique? Donc l'Issouba va dire non, il y a une tribu classe qu'il faut comment on appelle, combattre. C'est le peuple du président Youlou. Donc il est allié avec Noumazalaï, qui est du Nord. Donc les deux coalitions, les deux. De Pascal Lissouba et Noumazalaï qui va être... Ils vont créer, puisque quand ils lancent cela... c'est ceux qui ont créé le socialisme scientifique finalement. Oui, mais il n'y avait pas de socialisme scientifique. C'est ceux qui ont pris le concept. Oui, ce concept au Congo. Oui, mais ça n'existait pas, puisque le social, le président Youlou faisait le social. Ils n'ont jamais connu le social. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas le social. Il n'y a jamais les gens qui font le social en Afrique, puisque le peuple est démuni, ne peut pas se soigner, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité jusqu'à présent. C'est un phénomène qui est là. Donc, c'est la phrase, la phraséologie. Ils viennent, ils lisent un livre, ils viennent dire des slogans. Mais à la pratique, le colonel Marine, le capitaine à l'époque, Marine Gouambi est rentré dans ce créneau de scientifique. Mais pourquoi? Parce que quand on va instaurer, Matsokota qui dit non, c'est une escroquerie. Vous n'êtes pas honnête avec le peuple. Nous avons des traditions. Créons un progrès avec ce que nous sommes. Et avec ce que nous avons reçu de l'extérieur. Ça, c'est Matsokota qui le dit. Mais les autres, comme ils ne réfléchissaient pas. C'est des diplômes et c'est tout. Donc, ils vont parler du socialisme scientifique. Et maintenant, le peuple va rejeter ce courant. Donc, ils vont créer à la base, les syndicats, ils vont perdre, ils vont créer un syndicat unique. Confédération congolaise, syndicat, confédération congolaise, la CSC, syndicale congolaise, ils vont créer la GMNR, Jeunesse du Mouvement National pour la Révolution, ils vont créer le MNR, tout devient unique. Plus de syndicats. Mais alors, M. Ndala, le 31 décembre 1968, le capitaine Marine Gouambi prend donc le pouvoir, mais il rentre dans la même lignée. Mais parce que pourquoi? Quand je le disais, à un moment donné, en 1964, quand il proclame le parti unique, Lazare Matsokota, le héros, qui dit nous vous êtes trompés, le peuple, et avec Lazare. Le président Youlou est en prison, il est emprisonné. Sans avoir fait un motif grave, il est emprisonné. Donc, ils vivent une crise, ils n'ont plus de légitimité. Ce qu'ils créent, ils créent une milice qui va terroriser la population. Et de là, en 1965, viennent les premiers crimes.
ils vont tuer, avant 65, ils ont tué un capitaine qu'on appelait le capitaine Bikoumou, qui était directeur de la garde républicaine du président Youlou. Après, ils vont assassiner 3 intellectuels. Lazare Matsokota, qui était l'ami de l'avocat Vergès, ils ont fait des études ensemble, il était brillant, un grand orateur. Ils ont tué le président de la Cour suprême, Poabou. Ils ont tué le premier, un journaliste Massouémé, qui est de la région de Lissouba, et qui était le directeur de la comment on appelle, l'agence congolaise d'information, ACI. Donc, il tue 3 intellectuels en février 65. Une année seulement d'installation de ce fameux, il rentre en crise. Donc, Lissouba est obligé de démissionner par cette crise, remplacée par Nomazalaï. Donc, le président Massambaliba ne va plus rien contrôler. Jusqu'à ce qu'ils disent, non, mais écoutez, définissez-moi le socialisme scientifique. Ndalagra dit non, c'est Lénine qui a réfléchi, un point c'est tout. Massambaliba dit non, nous avons une façon à nous de penser. Le socialisme bantou comme Nyerere, à partir de notre tradition, nous pouvons faire un socialisme. Mais comme il n'y avait personne pour penser le socialisme bantou, on a dit à Massambaliba il était réactionnaire. Donc il faut aller au Ngwabi qui dit... Mais est-ce que sérieusement les intellectuels de l'époque au Congo avaient réfléchi sur ce qu'ils appelaient le socialisme bantou? Non, personne, rien. Nous sommes dans une période de vide jusqu'à présent. Donc c'est une période caractérisée par la violence. Hein? Donc ils viennent avec la violence, les milices. À partir de là, la genèse des milices, jusqu'à présent, c'est toujours... Un homme politique n'a pas la force de drainer une conscience, emmener des gens qui croient qu'il a éduqué. Hein? Éduqué dans le sens qu'il a éduqué, qui a permis d'être des gens de qualité, des citoyens qui peuvent aujourd'hui conduire un pays honnêtement. Donc vous voulez dire que l'assassinat du capitaine Marienne Ngouadi rentre un peu dans ce cadre? Oui, mais de période de violence. Oui, mais parce que quand le président Massambaliba dit non, ça a échoué puisque en 68, il y a 3 intellectuels, 3 ou bien 4, Henri Lopez, le fameux qui était ambassadeur ici, Lissouba, il y avait Mouton, ils ont écrit « Mettons le socialisme entre parenthèses ». Tu vois, ils disent non, mettons fin à cette expérience. Elle n'est pas bonne. Donc ils arrivent à cette conclusion. Et le président Massambaliba qui dit que non, le pays ne va pas. Donc dans son message d'année fin 67, 31 décembre, le 15 janvier 68, il dissout l'Assemblée nationale, le gouvernement, tout ça. Et à ce moment-là, les putistes comme Ngouabi avaient déjà loupé un coup d'État en 66 avec Sassou Nguesso. Et ça avait été déjoué par Ange Diawara. Et Ngouabi était dégradé soldat de 2e classe par Nomazala, qui est un homme du Nord. Hein. Donc à ce moment précis... Mais Ange Diawara, il a essayé un autre coup d'État en 72 aussi, il faut le rappeler. Il faut le dire aussi. Oui, mais en 72, on voit maintenant, cette crise, quand le président Massambaliba dissout tout, il n'y a plus rien. Il pense à une conférence nationale, mais c'est déjà trop tard. Les Ngouabi, la France ne voulait plus de ce qui se faisait. Et l'armée, qui était déjà, comment on appelle, jusqu'à présent, c'est comme aujourd'hui, nous vivons la même crise. L'armée est marginalisée. Ceux qui ont étudié, ils étaient révoltés, mis par terre, ils étaient emprisonnés tous. Les commandants Mouzabakani, tout ce monde. Donc maintenant, la France, par Focard, vient sur ce coup d'État. Le coup d'État qui emmène le président Marienne Ngouabi, c'est un coup d'État qui venant de la France. Hein? Ces officiers, avec les Sassou Nguesso, c'est un coup d'État qui vient de la France. Donc on dit non, mais il faut mettre fin à l'expérience socialiste au Congo. Ça déstabilise tout le monde, le Gabon, le Congo-Kinshasa, tous ces pays. Donc il faut mettre fin à cela, parce qu'en 66, les Cubains, les Camerounais qui ont participé à la mort des intellectuels congolais, Matsokota, Poabou, ils ont demandé, écoutez, nous on a tué vos intellectuels qui vous gênaient, mais rendez-nous aussi la balle. Donc là, les Congolais
ils étaient obligés. Ils ont aidé ces fameux les gars de l'UPC. L'UPC. Ils ont aidé l'UPC pour renverser le président Ahidjo. Donc à partir du nord du Congo, vers les Ouesso là-bas, les Cubains sont rentrés. L'UPC avec les Cubains. Ils avaient tué au moins 300 militaires camerounais. Donc ils devaient venir jusqu'à Yaoundé, mais heureusement l'armée française est intervenue. Et puis ça, on a stoppé. Donc la réunion de l'OCAM qui était là, Massa Vadebe et Ahidjo ils ont failli aller jusqu'au... Oui, bien sûr. Il nous faudrait toute une journée pour parler de cette histoire. C'est intéressant. Donc, cet échec, voilà. L'assassinat de Marine Ngouabi. Donc, voilà, Ngouabi qui vient, donc, qui doit mettre fin à cela. Mais maintenant, les gens disent, les Noumazala, ils disent, Ngouabi dit, mais les Souba et les Noumazala, bon, c'est vous les intellectuels, prenez le pouvoir, nous, on ne peut pas. Donc, Ngouabi, pendant une année, il a laissé le pouvoir comme ça. Mais les gens du Nord ont dit, écoute, c'est un moment pour nous. Nous avons eu ce pouvoir. Noumazala, qui est celui, la doctrine, qui dit non, créons un parti marxiste-léniniste, qui, par le centralisme démocratique, la minorité va diriger la majorité. Donc maintenant, l'armée, nous devons diminuer cette armée, en fait, que c'est un pouvoir militaire tribal qui doit gouverner. Donc Ngouabi va trahir ses amis. Ses amis vont dire, ah bon, c'est comme ça. Maintenant, il y a eu un enchaînement, Moussa Bakani le premier qui va bouder, il sera arrêté. Après, il y a eu le coup d'État en 70 de Kiganga. Maintenant, Ngouabi qui se proclame marxiste, les Diarra vont comprendre, ce n'est pas une révolution. Les Diarra vont dire, non, Ngouabi, tu n'es pas révolutionnaire. Ils vont faire un coup d'État en 77. Non, en 72. 72, le coup d'État, qui va vider tout le parti. Donc après... Il faut préciser très rapidement que en 72, le lieutenant Ange Diawara, qui a pris le maquis dans le pool. Donc le pool, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le pasteur Ntoumi. Non, mais Ntoumi... Tout à l'heure, on va y revenir. C'était pour ça me rappeler qu'il y a eu aussi le coup d'État manqué de 72, coup d'État manqué avec Ange Diawara. C'est ça. Mais Diawara n'a pas fait le coup en tant que pouliste. Diawara, il ne vivait pas à Bakongo, dans le quartier sud. Mais sa mère est du pôle. Sa mère et son père sont du pôle. Il s'est retiré dans le pôle. Oui, mais parce qu'il ne pouvait pas fuir au nord, il n'avait pas d'attache au nord. D'accord. Il ne pouvait pas aller à l'attache au nord. Les nordistes, c'était leur pouvoir. Aller au nord, c'est être livré facilement. Donc, la région, il est parti dans la région de sa maman. À Goma Tete, il est parti là-bas parce que son coup d'État était national. C'est révolutionnaire. Tous les gars du Nord, beaucoup, c'est aujourd'hui que même Sassou faisait partie secrètement de cela. Contre Ngouabi. Contre Ngouabi, on voit. Il s'est toujours réclamé de Ngouabi. Est-ce qu'il continue encore de... Non, il ne s'est jamais réclamé. Mais si, quand même. Non, il a honte parce que c'est lui qui a liquidé Marien Ngouabi. Vous savez, vous êtes ministre de la Défense et de la Sécurité, chargé de la sécurité du président de la République. On vient tuer le président de la République et tu es là. Qui a désorganisé la garde présidentielle du président Marien Ngouabi? Dès 1976, Sassou a affecté, a envoyé en stage la plupart de toute l'élite. Oui, de Marien Ngouabi, il a désorganisé et tout. Donc Marien Ngouabi était un homme, une coquille vide. Et puis il a appelé les Cubains qui sont venus. C'est pour ça que nous disons, nous demandons à nos amis cubains de nous apporter la vérité sur la mort de Marien Ngouabi, parce que nous voulons organiser le 18 mars de l'année prochaine. 2017. Oui, 2017. Une vérité, la véritable vérité sur la mort du président Marien Ngouabi. Parce que toutes les versions, moi j'ai un livre qu'avait écrit Okoko à la conférence nationale, il est venu dire, on sait que ce n'est pas le président Vincent Madouba qui a tué Marien Ngouabi.
ils n'avaient pas les moyens. Tellement l'armée, comment ça a été organisé, est tribale jusqu'à présent. Surtout aujourd'hui, il a pris une finalité tribale. Soumarien Wabi pouvait confier à différents éléments de la région du Nord des commandements. Mais aujourd'hui, Sassou, c'est un commandement familial. C'était plutôt une distribution géopolitique dans l'administration congolaise de l'époque. Oui, parce que Gwabi, justement. Gwabi a essayé de faire l'équilibre du Nord, mais avec une teinte aussi qui était de Ouando, quoi, qui était sur la région. Oui, en fait, de la ville. C'était les Kouyou. Gwabi était Kouyou, et voilà. Et Sassou et Boshi, donc les deux rivalités qui sont toujours... D'accord. Nous avons fait, je pense, une large incursion dans l'histoire pour que ceux qui nous regardent, les plus jeunes, puissent peut-être comprendre un tant soit peu l'évolution de ce pays-là. Puis, il faut noter que la conférence nationale souveraine, à l'instar de tous les pays d'Afrique, c'était le vent, n'est-ce pas, de la démocratie, la liberté. Il y a eu l'appel de Mitterrand de la Baule. Et donc, il y a eu une conférence nationale le 25 février 1991. Donc, le Congo organise une conférence nationale qui suscite beaucoup d'espoir. Et puis, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tous les acquis de cette conférence nationale ont été mis dans l'eau. Édulcorés. D'où laisse la parole, vous n'avez pas parlé jusque-là. La conférence de 91, moi je l'ai vécu. Cette conférence a suscité beaucoup d'espoir. Oui, je l'ai vécu en étant en France. Donc j'étais jeune, très très jeune. Et pour moi, la conférence, c'était un espoir. Et à l'issue de cette conférence, il y a eu une ossature, c'est-à-dire la colonne vertébrale d'une nation qui avait été définie. Tout avait été dit. Et dès lors qu'ils s'en sont sortis, il y a eu Monseigneur Ernest Kombo qui a voulu, comment dirais-je, atténuer les tensions, dire bon, nous allons repartir de nouveau. Donc il y avait comment dirais-je, un lavement de main pour dire que bon, on redevient véritable nation. Sauf que c'était une erreur, parce que Sassou, moi je pense qu'on aurait neutralisé Sassou. Aujourd'hui, le Congo, je pense que d'après ce qui découlait de la Constitution, aujourd'hui on devait devenir une véritable nation. Sauf que Sassou, en n'ayant pas neutralisé, il est revenu avec un esprit de revanche. Et d'où ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il va falloir de nouveau refaire une autre conférence nationale bis, parce qu'aujourd'hui, on sent que les stigmates des violences sont encore là. Tout ce qui avait été défini n'a pas été réalisé. Et aujourd'hui, nous allons de violence en violence, de violence en violence. Et le pays, actuellement, le pays est à terre. Le pays est à reconstruire. Rien ne fonctionne. Et on se demande s'il y a un État au Congo-Brazzaville, s'il y a une république. Du moment les constitutions ont été... il y a eu une pléthore de constitutions, de changements de constitution, changement de constitution. Et cette kyrielle de constitution aujourd'hui qui devait, parce que Sassou Nguesso a fait pas mal de promesses, et aujourd'hui beaucoup, on constate qu'il y a la misère, le peuple est dans la souffrance, il n'y a rien qui est fait. Donc nous pensons qu'il va falloir de nouveau revenir à table, discuter des mots qui minent le Congo. Oui, d'accord, mais ça vous l'avez dit, la conférence nationale, il y a eu beaucoup d'acquis. C'était après cette conférence, il y a eu des élections démocratiques au Congo. Et ces élections ont consacré comme président Pascal Lissouba. Il y a eu une coalition de toute la gauche contre Bernard Kolela. Et à ce moment-là, quand Lissouba soutenu par Sassou
ils vont gagner les élections. Bon, on pense que ces élections, bon, il y a eu une transparence, le peuple a suivi, bien qu'on a vu il y a des irrégularités, mais le peuple a accepté. Hein? Bernard Kolela a fait un recours à la Cour constitutionnelle, on ne lui a pas donné raison, à la Cour suprême, Lissouba passe. Quand il passe, dans leur négociation avec Sassou Nguesso lui réclame le ministère de la Défense et tous les grands ministères. Il avait demandé plus de 3 ministères, les ministères clés. Défense et clés, oui, et donc à ce moment-là, Lissouba dit, mais écoute, les ministères régaliens. J'arrive au pouvoir, je suis encore lié par cet homme-là qui a dirigé pendant longtemps, qui a mis le pays en faillite. Maintenant, les contradictions arrivent. Lissouba aussi, la région de Lissouba, ils ont des appétits, puisqu'ils forment un parti, 3 régions dans un seul parti, qui sont contre le Congo, tu vois, qu'ils annoncent un parti tribal contre la nation congolaise. Ils disent que oui, tout ça. Et à ce moment-là, tout se brise. Sassou, se disant que moi, étant perdant, il va aller vers Bernard Kolela. Donc ils font la grande alliance avec Bernard Kolela, ce qui fait que... Aux élections législatives, il y a eu des élections. Non, aussitôt, non. Dans la formation, la crise rentre dans la formation du gouvernement. Parce que quand Lissouba est élu, maintenant il faut former le gouvernement. Ils sont en alliance avec Sassou. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.